Le soir du réveillon, la maison pleine, mes enfants, mes petits-enfants, des invités. J'ai vu ma belle-fille verser quelque chose dans ma coupe. Je n'ai rien dit, j'ai simplement échangé les coupes. 3 minutes plus tard, elle était au sol. Il était 23h47 quand toute ma vie a pris son sens. J'étais debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant un plat vide de pain perdu quand j'ai vu. Fabienne, ma belle-fille, la femme que mon fils Robert a choisie pour partager sa vie, était penchée sur le plan de travail en marbre. Sa main droite tenait un petit flacon transparent, la gauche ma coupe de champagne. Le liquide est tombé en silence. 3, 4 gouttes, peut-être 5. Mon cœur s'est arrêté, mais mes pieds ne se sont pas déplacés. Ma bouche ne s'est pas ouverte. Quelque chose en moi, un instinct que je ne savais même pas posséder, m'a fait rester absolument immobile. Comme un animal qui sent le prédateur et comprend qu'un mouvement peut signifier la mort. Elle a rangé le flacon dans son sac en cuir noir, celui que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Puis elle a regardé autour d'elle. Les cheveux blonds sont tombés sur son visage quand elle s'est retournée, cherchant des témoins. Elle ne m'a pas vu. J'étais dans l'ombre du couloir, protégé par la faible lumière de la cuisine. Fabienne a respiré profondément, lissé sa robe rouge moulante, également un cadeau de ma part, et est retournée au salon avec un sourire que je connaissais bien. Ce sourire de belle-fille parfaite, de femme dévouée, de fille que je n'ai jamais eue. Mensonge. Tout a toujours été mensonge. Dans ma tête, une horloge a commencé à compter. Il restait 13 minutes avant le passage à la nouvelle année. 13 minutes pour découvrir si ma belle-fille voulait me tuer ou me détruire d'une autre manière que je ne pouvais encore imaginer. Je suis entré dans la cuisine comme si rien ne s'était passé. J'ai laissé le plat dans l'évier. Mes doigts tremblaient, mais je les ai forcés à rester fermes. J'ai pris un torchon et me suis séché les mains lentement, gagnant du temps pour réfléchir. Le salon était bruyant. 23 personnes riant, conversant, attendant le compte à rebours. Mes enfants, mes petits-enfants, des voisins, l'avocat de la famille, tout cela a célébré sans imaginer que dans quelques minutes, cette fête se transformerait en autre chose. Je suis retourné au salon. Fabienne distribuait les coupes avec ce soin exagéré habituel. Quand elle s'est approchée de moi, ses yeux ont brillé. « Monsieur Henry, celle-ci est spéciale. Je l'ai mise de côté pour vous. » La voix douce, le sourire chaleureux. J'ai pris la coupe, senti le poids du cristal dans ma main. Le liquide doré pétillait doucement. « Merci, ma chère. » Ma voix est sortie ferme, trop ferme pour quelqu'un qui venait de témoigner de sa propre sentence. Fabienne s'est éloignée pour servir les autres, et c'est là que j'ai agi. 2 pas jusqu'à la table basse. Un mouvement simple, naturel, j'ai posé ma coupe à côté de la sienne. Elles étaient identiques. Du même service que j'avais reçu à mon mariage il y a 46 ans. J'ai fait semblant d'arranger les serviettes. Quand je me suis retourné, j'ai échangé les coupes de position. Voilà. Ce qu'elle avait préparé pour moi, elle allait le boire. Personne n'a remarqué. Personne ne remarque jamais les mouvements d'un homme de 68 ans. Nous sommes invisibles, des fantômes dans notre propre maison. Et cette fois, cette invisibilité m'a sauvé. Si vous regardez ceci maintenant, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, parce que ce qui s'est passé dans les 3 minutes suivantes va vous faire comprendre que cette nuit-là, je n'ai pas seulement sauvé ma vie. J'ai découvert une vérité qui se construisait dans ma maison depuis 4 années entières. 23h55, quelqu'un a augmenté le volume de la télévision. La présentatrice enthousiaste annonçait le compte à rebours. Les feux d'artifice commençaient déjà à éclater dehors, distants, pressés. Fabienne a levé sa coupe, ma coupe, et a crié « Un toast à la famille, à Monsieur Henry, qui nous a toujours accueillis avec tant d'amour. » Tous ont levé leur coupe, moi y compris. Elle a bu une longue gorgée, démonstrative, théâtrale. J'ai bu aussi juste une petite gorgée, et j'ai attendu. Il restait 2 minutes avant minuit, quand j'ai vu le premier signe. Sa main a tremblé. La coupe a vacillé. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle avait du mal à se concentrer. « Fabienne, tu vas bien ?» Robert,
mon fils, a remarqué avant tous les autres. Je me sens juste un peu étourdi. Sa voix est sortie traînante. 1 minute et 30 secondes. Elle a porté sa main à son front, ses jambes ont faibli. Robert l'a soutenue par le bras. « Chérie, parle-moi. » Et puis, quand il restait exactement 60 secondes avant la nouvelle année, Fabienne est tombée. Ce n'était pas une chute douce, c'était un effondrement. Le corps entier s'est écroulé dans mon salon, devant 23 témoins, au milieu des coupes de cristal, des petits fours, des rires qui sont morts d'un coup. Quelqu'un a crié. Pas moi. Je suis simplement resté là, debout, tenant ma coupe, sa coupe, observant parce qu'à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce qu'il y avait dans ce liquide. Je ne savais pas si c'était du poison, un médicament, quelque chose pour me tuer ou simplement me rendre assez confus pour tout ce qu'elle planifiait. Mais je savais une chose. Dans les prochaines minutes, tous dans ce salon découvriraient qui était vraiment la femme allongée par terre. Et le pire n'avait même pas encore commencé. Mais avant de raconter ce qui s'est passé quand Fabienne est tombée par terre dans mon salon, vous devez comprendre qui je suis, ou plutôt, qui j'étais, avant que cette nuit ne transforme tout. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 68 ans, je suis veuf depuis 6 ans, et pendant 42 ans j'ai été professeur de littérature au lycée Henri IV, ici à Paris. J'ai enseigné Balzac, Flaubert, Proust. J'ai appris à des générations entières à comprendre que derrière les mots existent des couches de signification que la plupart des gens ne voient pas. Ironique, n'est-ce pas? J'ai passé ma vie à interpréter des textes, à chercher entre les lignes, à dévoiler les intentions cachées des personnages, et je n'ai pas réussi à voir ce qui se passait dans ma propre maison. J'habite dans le 7e arrondissement, dans un hôtel particulier de 4 étages qui appartient à ma famille depuis 1957. Ma grand-mère Elisabeth a acheté cette maison quand elle est arrivée de Lyon avec 2 valises de vêtements et un bracelet en or blanc avec des saphirs bleus. Le seul bijou qu'elle a refusé de vendre pendant toutes les années difficiles qu'elle a passées ici. Cette maison est mon histoire. Chaque pièce garde un souvenir. Le salon où mon père a appris à mon frère à jouer aux échecs. La cuisine où ma mère faisait du riz au lait le dimanche, parfumant toute la maison à la cannelle. La chambre où j'ai donné naissance à mon premier fils, Robert, une nuit de pluie torrentielle en 1981, parce que l'ambulance n'arrivait pas à temps. Selon la dernière évaluation, que je n'ai même pas demandée, mais qui est apparue mystérieusement sur mon bureau il y a 3 mois, cette maison vaut 2 800 000 €. Une somme absurde. De l'argent dont je ne me suis jamais soucié d'avoir, parce que pour moi cette maison n'a jamais été un patrimoine, c'était un foyer. En plus de la maison, j'ai une épargne de 480 000 € accumulée au cours de 42 ans de travail. Ma pension de veuf et ma retraite totalisent 8 200 € par mois. Je ne suis pas riche, mais je n'ai jamais manqué de rien non plus. J'ai 3 enfants. Robert, l'aîné, 43 ans. Avocat fiscaliste, il a toujours été le plus sérieux, le plus responsable, le fils en qui j'avais confiance les yeux fermés, celui que je pensais qui s'occuperait de moi dans ma vieillesse, qui protégerait la famille, qui honorerait le nom Dubois. Il a épousé Fabienne il y a 4 ans, lors d'un mariage que j'ai moi-même payé. 35 000 € pour une fête qui a duré 6 heures. Je l'ai trouvé cher, mais c'était mon fils aîné. Comment aurais-je pu refuser? Marianne, ma fille du milieu, 40 ans, journaliste, elle vit à Bruxelles depuis 8 ans, travaille pour un journal belge, a épousé un graphiste nommé Thomas. Nous nous parlons tous les dimanches par visioconférence. Elle me demande toujours si tout va bien, si j'ai besoin de quelque chose. Jusqu'à cette semaine-là, j'ai toujours dit que oui, tout allait très bien. Et Daniel, mon Benjamin, 37 ans, célibataire, architecte, travaille dans un cabinet à Saint-Germain, vit avec moi depuis toujours, n'a jamais quitté la maison. Il a la chambre au 4e étage, celle avec vue sur les toits de Paris. Silencieux, observateur. Parfois je pense qu'il comprend des choses que personne d'autre ne perçoit. J'ai été marié à Monique pendant 36 ans. Elle est morte d'une crise cardiaque en 2019, en dormant à mes côtés,
sans prévenir, sans adieu. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, et elle était froide. Aussi simple que ça. La vie vous enlève les gens sans demander la permission. Après sa mort, la maison est devenue trop grande, trop silencieuse. Je montais et descendais ces 4 étages tous les jours, parlant seul, cuisinant pour un, regardant les informations avec le volume fort, juste pour créer du bruit. C'est pour ça que j'ai accepté quand Robert a suggéré. « Papa, et si Fabienne et moi vivions ici avec toi? La maison est immense. Tu es très seul et nous pourrions payer un loyer, aider avec les dépenses. » Ça semblait parfait. Il semblait que j'allais retrouver mon fils, que j'aurais de la compagnie, que la maison retrouverait la vie. J'ai dit oui sans réfléchir à 2 fois. La plus grande erreur de ma vie. Les 6 premiers mois, Fabienne a été tout ce que je pouvais désirer dans une belle fille. Elle rangeait la maison, faisait les courses, cuisinait de nouvelles recettes. Elle a organisé mes médicaments dans une petite boîte séparée par jour de la semaine. Elle a suggéré que nous peignions le salon dans un ton plus clair, plus moderne. Elle a convaincu Robert de rénover la salle de bain du 2e étage. Je pensais avoir gagné une fille jusqu'à ce que de petites choses commencent à changer. Elle a commencé à répondre à mon téléphone. « Monsieur Henry se repose. Je lui dirai que vous avez appelé plus tard. » Mais plus tard n'arrivait jamais. Les messages disparaissaient. Elle a pris en charge les courses du mois. « Laisse-moi y aller, monsieur Henry. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. » Mais quand je regardais les factures, les montants avaient doublé. Elle a réorganisé mes armoires. Je vais donner ces vieux vêtements, d'accord? Des vêtements qui avaient des histoires, des costumes que j'avais portés lors de remises de diplôme, des chemises que Monique m'avait offertes, et le bracelet de ma grand-mère. C'était le premier vrai signe que quelque chose tournait mal. Fabienne l'a emprunté pour le porter à une fête de la société de Robert. Juste pour une soirée, monsieur Henry, je promets d'en prendre soin, comme si c'était le mien. Je l'ai prêté. Quand elle l'a rendu, c'était presque minuit. Elle est entrée dans ma chambre sans frapper. « Monsieur Henry, désolé, il y a eu un petit accident. » Le bracelet était dans sa main. J'ai vu immédiatement. Un des saphirs centraux, le plus gros, avait une rayure profonde traversant la pierre. Comment c'est arrivé? Il a cogné contre la porte de la voiture sans faire exprès quand je sortais. Mais il n'est pas cassé, non? Juste un peu rayé. On peut le polir? On ne peut pas polir un saphir rayé. Toute personne qui s'y connaît en bijoux le sait. La pierre reste marquée pour toujours. J'ai repris le bracelet, l'ai rangé dans la boîte, n'ai plus rien dit. Parce que c'est ce que les hommes comme moi font, n'est-ce pas? Nous avalons, nous sourions, nous passons l'éponge. Tout pour ne pas créer de problème, ne pas générer de conflits, ne pas sembler être le beau-père pénible, le vieux qui critique tout. Mais je faisais attention. Et plus je faisais attention, plus je voyais. Fabienne n'était pas négligente, elle était calculatrice. Et cette nuit du réveillon, quand je l'ai vue par terre dans mon salon, avec 23 personnes criant autour, avec Robert en larmes essayant de la réveiller, avec mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Cette nuit-là, j'ai finalement compris que les 4 dernières années n'avaient pas été une coïncidence. Elles avaient été une préparation. Et ce qu'elle avait préparé pour moi était sur le point de se retourner contre elle. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire. Écrivez d'où vous regardez. Racontez aussi votre histoire, parce que quand on partage, on guérit, et quand on guérit, on donne le pouvoir à d'autres personnes de faire de même. Likez cette vidéo, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec ceux qui essaient de vous détruire. Vous êtes seulement obligé d'être vrai avec vous-même. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. La première année de cohabitation avec Fabienne a été comme regarder une pièce de théâtre où j'étais le seul à percevoir que les acteurs changeaient de masque entre les actes. Ça a commencé par des phrases lancées en l'air pendant le petit déjeuner, pendant qu'elle tartinait du beurre sur sa baguette. « Monsieur Henry, vous ne trouvez pas que cette cuisine serait magnifique avec des placards blancs?
Ceux-ci en bois foncé rendent tout un peu lourd. Ces placards avaient été installés par mon père en 1983, du bois massif, fait sur mesure par un menuisier de la rue de Grenelle. Je les aime comme ça, Fabienne. Ah, bien sûr, c'est juste que j'ai vu dans un magazine. Mais c'est votre maison, n'est-ce pas? Juste une suggestion. Juste une suggestion. Mais chaque semaine, il y en avait une nouvelle. Et si on remplaçait ces rideaux par des stores, plus pratiques? Ce lustre du salon est un peu démodé, non? Un plafonnier moderne valoriserait. Monsieur Henry, ces nappes brodées sont belles, mais personne n'utilise plus ça. Je peux les donner? Non. Oui. Peut-être. Je répondais selon la fatigue, parce que questionner chaque petite chose semblait être de l'entêtement de vieux têtus. Et je ne voulais pas être ce beau-père, cet homme qui critique tout, qui vit prisonnier du passé. Alors je cédais un peu ici, un peu là. Les rideaux sont partis. Des stores gris sont arrivés. Le lustre en cristal que ma mère avait rapporté d'un voyage à Versailles a été remplacé par une lampe minimaliste que je trouvais froide. Les nappes brodées par ma tante sont parties à la donation. Et chaque fois que quelque chose quittait la maison, un morceau de mon histoire partait avec. Mais le bracelet, celui-là, elle n'allait pas l'avoir. C'était un jeudi d'août, 1 an et 3 mois après le mariage. Fabienne a frappé à la porte de ma chambre à 22 heures. « Monsieur Henry, je peux vous demander une immense faveur. » J'étais allongé, en train de lire, déjà en pyjama. « Bien sûr, ma chère. Il y a un événement super important demain à la Société de Robert, un dîner formel avec des clients internationaux. Je n'ai aucun bijou sophistiqué. » Elle a fait une pause. « Est-ce que vous pourriez me prêter ce magnifique bracelet, juste pour une soirée? Je jure d'en prendre soin comme si c'était le mien. » Mon estomac s'est retourné. « Fabienne, ce bracelet est très délicat, il a plus de 80 ans. C'est exactement pour ça, il sera parfait, classique, élégant. S'il vous plaît, monsieur Henry, c'est juste pour une soirée. Comment dire non sans paraître mesquin, sans paraître le beau-père qui ne fait pas confiance, qui ne prête rien, qui garde tout pour lui seul. D'accord, mais fais attention s'il te plaît. » Ses yeux ont brillé. Le lendemain, elle est sortie avec le bracelet au poignet, l'or blanc scintillant, les saphirs bleus capturant la lumière. Je l'ai vue partir et j'ai senti un serrement dans la poitrine que je ne pouvais expliquer. Quand elle est revenue, il était presque minuit. Elle est entrée dans ma chambre sans frapper. « Monsieur Henry, désolé, il y a eu un tout petit accident. » Le bracelet était dans sa main. J'ai vu immédiatement. Un des saphirs centraux, le plus gros, avait une rayure profonde traversant la pierre. Comment c'est arrivé? Il a cogné contre la porte de la voiture sans faire exprès quand je sortais. Mais il n'est pas cassé, non, juste un peu rayé. On peut le polir? On ne peut pas polir un saphir rayé. Toute personne qui s'y connaît en bijoux le sait. La pierre reste marquée pour toujours. J'ai repris le bracelet, l'ai rangé dans la boîte, n'ai plus rien dit. Mais quelque chose en moi s'est fissuré à ce moment-là, comme le saphir. Les mois suivants ont été une escalade si lente que je ne l'apercevais presque pas. Fabienne a commencé à contrôler les mots de passe, Wi-Fi, Netflix, jusqu'au code de l'interphone. « Laisse-moi tout noter au même endroit, monsieur Henry. Tu oublies ces choses. » Je n'oubliais pas, mais j'ai accepté parce que ça semblait utile. Elle a pris en charge les courses du mois. Je fais tout en ligne, ça t'économise du temps. Elle a commencé à ouvrir mon courrier, juste pour voir s'il y a des factures en retard. Et la 2e année est venu le coup le plus audacieux. Un après-midi d'avril, Fabienne et Robert m'ont appelé pour parler au salon. « Papa, on réfléchissait. » Robert a hésité. « Il serait bien que tu fasses une procuration juste par sécurité. » Une procuration? C'est qu'en cas d'urgence, si tu dois signer un document urgent et que tu ne peux pas, on aurait l'autorisation de régler. Fabienne a complété avec ce sourire doux. « C'est juste pour te faciliter la vie, monsieur Henry. Beaucoup de personnes de ton âge font ça. Ma tante l'a fait et elle a dit qu'elle était beaucoup plus tranquille. J'ai pris le papier que Robert me tendait. C'était une procuration large, pouvoir pour vendre, acheter, signer des contrats, gérer des comptes. Je dois réfléchir. » « Bien sûr, papa, sans pression. »
Robert m'a embrassé le front. Mais Fabienne n'a pas bougé. Elle est restée à me regarder. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui m'a glacé. De l'attente, de l'anxiété, de la faim. Cette nuit-là, j'ai montré le document à Daniel. Mon fils cadet l'a lu en silence. Quand il a terminé, il a levé les yeux vers moi. « Papa, ne signe pas ça. » « Pourquoi ? » Parce qu'une procuration large donne un pouvoir total. Il pourrait vendre cette maison sans que tu le saches même. Ton frère ne ferait pas ça. Robert, non. Mais elle, Daniel n'a pas terminé la phrase. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain, j'ai dit à Robert que je ne signerais pas. La réaction de Fabienne a été subtile, mais je l'ai vue. La façon dont elle a serré les lèvres, comment elle a détourné le regard, comment elle est sortie du salon sans dire au revoir. À partir de ce jour, la belle-fille affectueuse a commencé à disparaître. Fabienne a arrêté de faire le petit déjeuner pour moi. Je pensais que tu préférais le faire à ta façon. Elle a arrêté de m'inclure dans les sorties. C'est un film trop jeune pour toi, monsieur Henry. Elle a commencé à verrouiller la porte de la chambre quand elle était à l'intérieur avec Robert. Des conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand je passais dans le couloir. Et Robert, mon fils, chaque fois que j'essayais de commenter quelque chose, chaque fois que j'insinuais que quelque chose n'allait pas, il la défendait. « Papa, Fabienne veut juste aider. Papa, je pense que tu exagères. Papa, je crois que tu deviens un peu paranoïaque. » Paranoïaque. Ce mot a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Parce que c'est comme ça que ça commence, n'est-ce pas ? D'abord, ils te font douter de ce que tu vois, puis de ce que tu ressens, et à la fin de qui tu es. Mais cette nuit du réveillon, avec Fabienne tombée par terre et mon fils en larmes, j'ai su une chose. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais eu raison tout le temps. Et ce que j'allais encore découvrir dans les prochaines heures allait prouver que mon instinct n'avait jamais failli. Il manquait juste le courage de croire en lui. C'était un samedi matin de juin que mon monde s'est retourné. Fabienne et Robert étaient sortis pour régler des choses au notaire, de la paperasse fiscale, à laquelle je n'ai pas fait attention quand ils ont expliqué. Ils sont partis à 9 heures. On dit qu'ils reviendraient pour le déjeuner. J'arrosais les plantes du balcon quand j'ai entendu le téléphone sonner dans le bureau. Le fixe, cet appareil ancien que presque personne n'utilise plus. J'ai couru, encore avec l'arrosoir à la main, laissant une traînée de gouttes dans le couloir. Je suis arrivé trop tard, le répondeur a enregistré. « Bonjour, c'est l'agence Moreau Immobilier. Nous revenons vers vous concernant l'évaluation du bien rue de Grenelle. Comme demandé, le rapport est prêt. Vous pouvez passer le chercher ou préférez-vous qu'on l'envoie par email ?» Je suis resté figé, tenant l'arrosoir, écoutant le message se répéter dans ma tête. Évaluation immobilière. Quelle évaluation ? Personne ne m'avait demandé l'autorisation d'évaluer quoi que ce soit. Ma maison n'était pas à vendre. Le bureau était une petite pièce au 2e étage, remplie d'étagères, avec des livres que j'avais accumulés pendant des décennies d'enseignement. Le bureau en bois foncé avait toujours été le territoire de Monique. Après sa mort, c'est devenu un dépôt de factures, documents, papiers sans importance. Ou c'est ce que je pensais. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait cet appel. Dans le 3e tiroir, sous une pile de vieux reçus, j'ai trouvé un dossier bleu, fin, discret. J'ai ouvert. À l'intérieur, des plans de ma maison dessinés à la main, avec des annotations dans les marges. Démolir le mur de séparation, salon intégré. Sol stratifié, 18 000 €. Cuisine américaine, devis, 45 000 €. J'ai tourné la page. Un autre document. Rapport d'évaluation immobilière. Date 3 semaines auparavant. Bien résidentiel rue de Grenelle, 847, 7e arrondissement. 4 étages, 5 chambres, 3 salles de bain, garage pour 2 véhicules. Surface totale, 340 mètres carrés. Valeur de marché estimée, 2 800 000 €. 2 800 000 €. Ma main a tremblé, le dossier a failli tomber. Il y avait encore un brouillon de lettres, manuscrites, une écriture que je ne reconnaissais pas. Cher maître Durand,
Comme nous en avons discuté, voici la liste des documents nécessaires pour introduire la procédure de mise sous tutelle pour incapacité civile. Monsieur Henri Dubois, 68 ans, présente des signes progressifs de troubles cognitifs. J'ai arrêté de lire. Incapacité civile. Mise sous tutelle. Les mots dansaient devant moi. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Il voulait me déclarer fou. J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié chaque page, les mains tremblantes, la respiration courte. J'ai tout rangé exactement comme c'était. J'ai fermé le tiroir, suis monté dans ma chambre et verrouillé la porte, me suis assis sur le lit et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de colère. Quand Robert et Fabienne sont arrivés, j'étais dans la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre pour le déjeuner, le visage lavé, sans trace de larmes. « Papa, on a apporté des croissants. » Robert est entré joyeusement, avec un sachet en papier à la main. Fabienne est passée directement et montée dans leur chambre. Elle ne m'a même pas salué. J'ai attendu après le déjeuner. Quand Fabienne est sortie pour retrouver une amie, ou c'est ce qu'elle a dit, j'ai appelé Robert pour parler. « Fils, je dois te demander quelque chose. »« Dis, papa. » J'ai serré fort la tasse de café. « Tu as fait faire une évaluation de la maison ?» Il a cligné des yeux, a détourné le regard. « Qui t'a dit ça ?»« L'agence immobilière a appelé aujourd'hui. » Silence. Robert a joué avec son téléphone nerveux. « Papa, c'était juste par curiosité. Fabienne voulait savoir combien vaut la maison pour des questions de planification future. » « Quelle planification future, Robert ? Rien de grave, juste pour avoir une idée. Patrimoine familial, ces choses-là. Et les plans avec devis de rénovation ? Tu les as vus aussi ? » L'expression a changé. Surprise, il ne savait pas pour les plans. « Quel plan ? J'ai réalisé là. Robert était utilisé. Il ne savait pas tout. Laisse tomber. » J'ai forcé un sourire. J'étais juste curieux. Mais rien n'allait être laissé de côté. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme. À 2 heures du matin, je suis descendu au salon, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai cherché sur Internet comment installer une caméra cachée à la maison. Le lendemain, j'ai appelé Daniel dans ma chambre. « J'ai besoin de ton aide. » Je lui ai montré les photos que j'avais prises des documents. J'ai vu mon fils cadet devenir pâle. « Papa, c'est une tentative d'escroquerie. Ils veulent te déclarer incapable pour prendre le contrôle de tout. » Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de preuves. Je dois savoir ce dont ils parlent quand je ne suis pas là. Daniel m'a regardé avec un mélange d'admiration et de peur. « Tu veux les enregistrer ?» « Oui. » 2 jours plus tard, Daniel a apporté 4 caméras minuscules de la taille d'un bouton avec audio. Nous les avons installées ensemble, une dans la bibliothèque du salon, cachée entre les livres, une dans l'horloge murale de la cuisine, une dans le couloir du 2e étage, à l'intérieur d'un vase décoratif, et une dans le bureau, collée derrière le porte-stylo. Tout s'enregistre directement sur une application de ton téléphone, papa. Tu peux regarder de n'importe où. J'ai appris à m'en servir. Moi qui savais à peine utiliser WhatsApp, j'ai appris à accéder à des caméras de sécurité cachées. J'ai commencé à tout regarder, et ce que j'ai vu m'a transformé. 3 jours après l'installation, Fabienne a eu un appel téléphonique dans le bureau. J'étais au supermarché, mais les caméras ont tout enregistré. Elle a fermé la porte, s'est assise sur la chaise qui était celle de Monique, a appelé quelqu'un. « Salut, c'est moi. » Il est de plus en plus oublieux. Hier encore, il a demandé 3 fois quel jour on était. Non, personne ne soupçonnera. D'ici juin, j'obtiens les rapports dont on a besoin. L'avocat est déjà prévenu. Dès que la mise sous tutelle sortira, on vend rapidement et on partage comme convenu. Elle a fait une pause, écoutant la personne de l'autre côté. Fais-moi confiance. Le vieux ne saura même pas ce qui s'est passé. Quand il s'en rendra compte, il sera déjà en maison de retraite. En maison de retraite. Le vieux. J'ai regardé cette vidéo 12 fois. J'ai mémorisé chaque mot, chaque pause, chaque inflexion dans sa voix. Et cette nuit-là, quand je me suis assis pour dîner avec Robert et Fabienne, quand elle m'a servi le jus avec ce sourire affectueux, quand elle a dit « Monsieur Henri, je l'ai fait comme tu l'aimes », j'ai souri en retour.
Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que j'étais devenu chasseur, et que maintenant chacun de ses mouvements était documenté, enregistré, archivé. La proie était devenue prédateur, et le piège ne faisait que commencer à être monté. Pendant 3 semaines, je suis devenu spectateur de ma propre destruction. Tous les matins, je me réveillais à 6 heures, prenais mon café, faisais semblant de lire le journal. Mais mes yeux étaient sur mon téléphone caché sous la table, regardant les enregistrements de la nuit précédente. C'est comme ça que j'ai tout découvert. La première révélation est venue un mardi pluvieux de juillet. J'étais allé chez le médecin, faire des examens de routine. Tension, cholestérol. Ces choses pour ceux qui ont passé 60 ans. Quand je suis rentré, Fabienne était seule à la maison, où elle pensait l'être. J'ai regardé l'enregistrement cette même nuit, enfermé dans ma chambre. Fabienne était dans le bureau. La caméra a parfaitement capté quand elle a ouvert le tiroir, celui-là même où j'avais trouvé les documents, et a sorti une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des papiers que je n'avais jamais vus. Elle les a étalés sur la table. La caméra ne focalisait pas parfaitement, mais on pouvait lire les tampons. Clinique neurologique Sainte-Anne. Rapports médicaux avec mon nom. J'ai pris mon téléphone et j'ai zoomé sur l'image. Patient Henri Dubois, 68 ans. Présente un tableau compatible avec une démence sénile stade modéré. Épisode fréquent de désorientation temporelle et spatiale. Perte progressive de mémoire récente. Recommandations d'accompagnement psychiatrique et évaluation pour mise sous tutelle. Date 15 mai 2024. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette clinique de ma vie. Ces rapports étaient faux. J'ai continué à regarder. Fabienne a photographié chaque document avec son téléphone, puis a tout rangé et a passé un appel. J'ai réussi. 3 rapports signés avec numéro d'ordre des médecins et tout. Ça a coûté cher, mais c'est parfait. Personne ne questionnera. Mon estomac s'est retourné. Elle avait acheté de faux rapports médicaux pour me déclarer fou. Mais le pire était encore à venir. 2 jours plus tard, un jeudi après-midi, est arrivé ce que je craignais le plus de découvrir. La sonnette a retenti à 15 heures. Fabienne a ouvert. J'étais au 4e étage, mais je suis descendu silencieusement jusqu'au milieu de l'escalier pour écouter. C'était un homme. Voix grave, ton professionnel. Bonjour, je suis maître Renaud Durand, avocat. Nous avons rendez-vous. Avocat? Quel avocat? Personne ne m'avait prévenu d'aucune réunion. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert l'application des caméras. Transmission en direct. Fabienne a conduit l'homme au salon. Il était grand, chauve, costume gris. Il s'est assis sur le canapé avec une mallette en cuir. Alors, Madame Fabienne, allons droit au but. Vous avez apporté les documents que j'ai demandés? Elle a remis une enveloppe. Il a ouvert, examiné chaque papier. Rapports médicaux attestant l'incapacité cognitive, certificat de propriété du bien, copie de la carte d'identité et du numéro de sécurité sociale du titulaire. Il a levé les yeux. Parfait. Avec ça, on introduit la procédure de mise sous tutelle la semaine prochaine. Et combien de temps ça prendra? Considérant qu'on a les rapports de 3 médecins différents, que le patient a 68 ans et que vous êtes la belle-fille résidant à la même adresse, je dirais que dans 60 jours, on obtient la tutelle provisoire. Et la vente du bien? Dès que vous serez nommée tutrice, vous pourrez vendre. Le juge questionne rarement les décisions des tuteurs familiaux, surtout quand ils allèguent la nécessité de financer le traitement médical. Fabienne a souri, ce sourire que je connaissais si bien. Parfait! Et le paiement? 20% de la valeur de la vente, comme convenu. 20% de 2 800 000 €. 560 000 € pour un avocat corrompu me voler. J'ai mis en pause la vidéo, j'ai respiré profondément. J'ai eu besoin de 5 minutes pour réussir à continuer à regarder. Quand j'ai repris, il finalisait. « Ah, Maître Durand, mon frère fera partie de ça aussi. Il est agent immobilier. Il va intermédier la vente. Pas de problème. Moins il y a de gens de l'extérieur, mieux c'est. Frère. » Elle avait un frère. Je me souvenais vaguement qu'au mariage, Fabienne avait dit qu'elle n'avait pas de famille, qu'elle était seule au monde. Un mensonge de plus. 3 jours plus tard, j'ai rencontré le fameux frère.
Il est apparu un samedi matin. Robert était parti jouer au tennis. Daniel travaillait. J'étais censé être sorti tenir compagnie à un ami malade. Je n'étais pas sorti. J'étais dans ma chambre en train de regarder. Fabienne a ouvert la porte. « Entre, Rodrigue !» L'homme lui ressemblait. Mêmes yeux verts, cheveux blonds foncés, environ 40 ans, polo, jean, basket importé. Ils se sont assis dans la cuisine. Il a posé une mallette sur la table. « Alors, frangin, tout est réglé ?»« Tout. L'avocat va introduire la demande la semaine prochaine. 60 jours, et la maison est à nous. »« Et Robert, il sait ?» Fabienne a ri. Un rire court, moqueur. Robert ne sait rien. Il pense que le vieux a vraiment Alzheimer. Je lui ai montré les faux rapports. Je lui ai dit que le médecin me les avait remis en consultation réservée. Il a tout cru. Mon fils ne savait pas. Robert était victime aussi. Rodrigue a ouvert la mallette. J'ai déjà 3 intéressés, 2 investisseurs et une clinique privée qui veut transformer en cabinet. La plus haute enchère jusqu'à présent était 3 100 000 €. Fabienne a applaudi. 300 000 de plus que l'évaluation. L'emplacement est privilégié, près du métro, près de tout. Ça se vend vite. Et quand il découvrira, il ne découvrira pas. Il sera interné dans une maison de retraite avec un diagnostic de démence avancée. Aucun juge n'écoutera ce qu'il dira. Rodrigue a bu une gorgée de café. Et son mari ? Robert ne trouvera pas ça étrange. Je vais le convaincre que c'est le mieux pour son père, qu'il a besoin de soins spécialisés, qu'on ne peut pas donner d'attention 24 heures sur 24. Fabienne s'est appuyée sur la chaise. Il est faible, Rodrigue. Il suffit que je pleure un peu, que je dise que je suis épuisé, que je n'en peux plus de m'occuper de lui. Il accepte tout. Et après qu'on est vendu, on prend notre part et on se tire. Je divorce, j'invente n'importe quelle excuse. Chacun continue sa vie. Riche, ils ont ri ensemble. J'ai éteint le téléphone. Je ne pouvais plus regarder. Je suis resté allongé dans le lit, regardant le plafond, ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était plus de la colère, c'était de la détermination. Cette femme n'allait pas seulement essayer de me voler, elle allait m'effacer. Elle allait m'enfermer dans une maison de retraite, vendre mon histoire, ma maison, toute ma vie. Elle allait faire croire à mon fils qu'il faisait ça par amour. Mais elle a commis une erreur fatale. Elle a sous-estimé un professeur de littérature qui a passé 40 ans à enseigner que dans toute histoire, le méchant révèle toujours trop. Et maintenant j'avais tout enregistré. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge. J'ai repris le téléphone, j'ai transféré toutes les vidéos vers un dossier crypté. J'ai fait des sauvegardes à 3 endroits différents. Et j'ai commencé à planifier. Pas ma défense, mais ma contre-attaque. Parce que si elle voulait une guerre, elle allait l'avoir. Mais ce ne serait pas la guerre qu'elle avait imaginée. Décembre est arrivé avec cette chaleur étouffante de Paris qui demande des couvertures la nuit. Mais à l'intérieur de moi, c'était l'hiver. J'ai passé tout le mois à sourire, à acquiescer, à être l'Henri que tout le monde attendait, gentil, un peu oublieux, facilement convaincu. Quand Fabienne suggérait quelque chose, je hochais la tête. « Bien sûr, ma chère, comme tu penses. » Quand Robert demandait si j'allais bien, je serrais sa main. « Je vais très bien, fils. Je n'ai jamais été mieux. » Mensonge, mais mensonge nécessaire, parce qu'en coulisses, je montais quelque chose qu'il n'imaginerait jamais. Le 3 décembre, je suis allé à la banque seul. J'ai dit que j'allais à la pharmacie. J'ai demandé à parler au directeur, Monsieur Gustave, qui me connaît depuis 15 ans. « Monsieur Henri, quel plaisir. En quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin de vérifier tous les mouvements de mon compte courant des 6 derniers mois, et aussi du compte joint que j'ai ouvert avec mon fils Robert. Il a imprimé les relevés. Je me suis assis là même dans le petit bureau, et j'ai analysé chaque ligne. Compte courant personnel, normal. Retraite qui entre, facture qui sortent, rien d'étrange. Compte joint avec Robert. 3 retraits non autorisés par mois. 7 000 € en avril, 8 000 en juin, 15 000 en novembre. 30 000 € qui avaient disparu sans que je le sache. Monsieur Gustave, ces retraits ici, vous pouvez retracer qui les a faits?
Il a tapé sur l'ordinateur. Ils ont été faits au distributeur automatique avec la carte de votre fils. Mais je savais que ce n'était pas Robert. C'était elle qui utilisait sa carte. Je veux faire 2 choses. Premièrement, retirer mon fils comme cotitulaire de ce compte. Deuxièmement, transférer tout l'argent vers mon compte personnel. Le directeur a hésité. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai signé les papiers. En 20 minutes, le solde du compte joint était à 0. 142 000 € de retour, là où il n'aurait jamais dû partir. Je suis sorti de la banque et je suis allé directement au notaire. Là, j'ai demandé à modifier mon testament. L'ancien laissait tout diviser également entre les 3 enfants. Le nouveau disait « Je laisse tous mes biens à mes enfants Marianne Dubois et Daniel Dubois. À mon fils Robert Dubois, je laisse seulement sa part légitime, à condition qu'il ne soit plus marié avec Fabienne Christine Mercier au moment de mon décès. » Le notaire m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ce type de clause est inhabituel. Mais c'est légal? Oui, tant que la part légitime est respectée. Alors c'est décidé. J'ai signé. 3 témoins ont signé. Document enregistré. Si je mourais demain, Fabienne ne recevrait pas un centime. Le 10 décembre, Fabienne est venue avec l'idée que j'attendais. Monsieur Henry, que pensez-vous d'organiser une fête du réveillon ici, à la maison? Rien de très grand, juste la famille et des amis proches, pour montrer comme vous êtes bien soigné. Montrer comme j'étais bien soigné. Cette phrase avait des couches. Elle voulait des témoins pour prouver qu'elle s'occupait de moi, que j'étais confus, dépendant, ayant besoin de tutelle. Je trouve l'idée merveilleuse, Fabienne. Ça fait si longtemps que je n'ai reçu personne. Ses yeux ont brillé. Alors c'est décidé. J'organise tout. Juste une chose, je peux inviter quelques personnes aussi? Bien sûr. Qui voulez-vous inviter? Ma fille Marianne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Fabienne a hésité. Marianne, vivant à Bruxelles, était un problème. Elle était trop perspicace. Ah, mais Bruxelles est si loin. Le billet doit être très cher à cette époque. Je paie. J'ai envie de voir ma fille. Il n'y avait pas moyen de refuser sans paraître étrange. D'accord, monsieur Henry. J'ai appelé Marianne cette même nuit. Ma fille, j'ai besoin que tu viennes passer le réveillon ici. Papa, tout va bien? Non, mais ça va aller. J'ai respiré profondément. Fais-moi confiance. Achète le billet. Je te raconterai tout quand tu arriveras. Marianne arriverait le 28. Parfait. J'ai aussi invité Maître Durval, l'avocat qui s'occupe des affaires de la famille depuis la mort de Monique. Homme sérieux, rigoureux, incorruptible. Monsieur Henry, une fête de réveillon? C'est important que vous soyez là, maître, très important. Sa voix est devenue prudente. Il s'est passé quelque chose? Ça va se passer, et il y a aussi Dr Carmen, ma voisine du numéro 851, cardiologue à la retraite, femme attentive, observatrice. Carmen, viens passer le réveillon ici à la maison. Oh, quel honneur! Apporte un dessert, et apporte ton regard clinique. J'en aurai peut-être besoin. Elle a ri sans comprendre. Elle comprendrait bientôt. Daniel a été mon partenaire dans tout. Le 20, nous avons installé des caméras supplémentaires, une à l'intérieur du bouquet de fleurs du salon, une autre cachée dans le miroir du couloir. Cette fois, ce n'était pas seulement pour enregistrer des conversations secrètes, c'était pour enregistrer toute la fête. Papa, qu'est-ce que tu planifies exactement? La justice, fils, juste la justice. Les derniers jours de décembre, Fabienne était étrange. Agitée, anxieuse, elle vivait collée à son téléphone, des conversations chuchotées avec quelqu'un. Le 28, quand Marianne est arrivée, la tension était palpable. Ma fille m'a serré fort à l'aéroport. « Papa, tu as maigri. »« Je vais bien. On parlera à la maison. » Cette nuit-là, je lui ai tout montré. Tous les enregistrements, tous les documents, tout le plan. Marianne a pleuré. Puis elle s'est mise en colère, puis elle est devenue déterminée. Elle va payer. Elle va, mais de la bonne manière, au bon jour, au bon moment. Le 31 décembre s'est levé clair, ciel bleu, sans nuages. Fabienne s'est réveillée tôt, a commencé à décorer la maison.
Ballons dorés et argentés, nappes blanches sur la table, coupes en cristal, les mêmes de mon mariage. Je l'observais de loin, faisant semblant de lire un magazine sur le balcon. Elle chantonnait en arrangeant, heureuse, confiante. Elle ne savait pas que chaque mouvement était enregistré. À 14 heures, elle est entrée dans la cuisine, a fermé la porte. J'ai pris mon téléphone. Transmission en direct de la caméra cachée dans l'horloge. Je l'ai vue quand elle a ouvert son sac, sorti le petit flacon transparent, le même que je verrai des heures plus tard, en direct, sans la protection de l'écran. Elle a regardé le liquide, puis les coupes déjà positionnées sur le plateau. Elle a hésité 3 secondes, puis a débouché le flacon et l'a versé dans la coupe qui avait une petite marque rouge à la base. Une marque qu'elle avait faite elle-même pour identifier laquelle était la mienne. Elle a rangé le flacon, s'est lavé les mains, a respiré profondément et est sortie de la cuisine en souriant. J'ai éteint le téléphone. Il restait 9 heures avant minuit. 9 heures pour qu'elle boive son propre poison. Et découvre que quand on essaie de détruire un homme qui a passé sa vie à enseigner l'ironie tragique, on devient personnage de sa propre leçon. L'après-midi a passé lentement, comme si le temps savait que cette nuit changerait tout. À 16 heures, j'ai commencé à me préparer. J'ai choisi une chemise en soie couleur bordeaux, un cadeau que Monique m'avait offert pour notre dernier anniversaire ensemble. Pantalon noir, rien de voyant, rien qui ressemblait à une célébration. Juste une élégance discrète. Marianne a frappé à la porte de ma chambre. « Papa, tu es sûr ?» Je l'ai regardée dans le miroir. Elle était tendue, avec cette ride entre les sourcils qui apparaît quand elle s'inquiète. « Absolument. Et si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. J'ai mis une cravate rouge foncée. Fais-moi confiance. » Daniel est apparu peu après, également habillé. Chemise sociale bleu marine, pantalon beige. Toutes les caméras fonctionnent. J'ai testé 3 fois. Parfait. J'ai pris mon téléphone. Descendons. La pièce est sur le point de commencer. Quand nous sommes arrivés au salon, Fabienne avait déjà transformé la maison. Des lumières LED illuminaient les coins. La table était impeccable. Nappe blanche, serviettes pliées en forme de fleurs, assiettes en porcelaine, celles que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Elle s'était surpassée. Elle portait une robe rouge moulante, décolleté discret mais sensuel, cheveux lâchés en ondulation, maquillage parfait. Elle ressemblait à une hôtesse de magazine. « Monsieur Henri, regardez comme vous êtes beau. J'adore cette chemise. » Elle est venue vers moi et m'a embrassé. J'ai senti le parfum cher, cadeau de Robert. J'ai rendu l'étreinte. « Tu as magnifiquement décoré, ma chère. Tout est splendide. » Ses yeux ont brillé au compliment. « Je l'ai fait avec tout mon cœur. Vous le méritez. » Robert est arrivé peu après, sortant de la douche. Quand il a vu Fabienne, il a souri de cette façon. Amoureux. Il était toujours amoureux. Il ne savait toujours pas qu'il dormait avec un serpent. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Maître Durval a été le premier. Costume gris, cravate bleue, mallette en cuir à la main comme toujours. Monsieur Henri, bonne année. Maître, content que vous soyez venu. Profitez-en pour rencontrer ma fille Marianne, venue de Bruxelles. Ils se sont salués. Maître Durval m'a lancé un regard interrogateur. J'ai fait un signe presque imperceptible de la tête. Nous parlerons plus tard. Docteur Carmen est arrivé à 19h30, apportant un plat de crème caramel. « Henri, ça fait longtemps !» Elle m'a embrassé. « Votre belle-fille m'a appelé pour inviter. Quelle gentillesse !» J'ai tenu la main de la médecin. « Garde l'œil sur tout aujourd'hui, d'accord ?» Elle a froncé les sourcils, mais n'a pas posé de questions. Carmen a toujours été perspicace. Les autres sont arrivés. Voisins, amis de Robert, un cousin éloigné. Au total, 23 personnes circulant dans la maison, conversant, riant, mangeant les petits fours que Fabienne avait commandés. Elle était radieuse, circulant parmi les invités, racontant des histoires sur comment elle s'occupait de moi avec tant de tendresse. Monsieur Henri oublie parfois de prendre ses médicaments, mais je me souviens toujours. C'est mon rôle de belle-fille, non? Prendre soin. J'ai entendu ça de loin. J'ai eu envie de rire ou de crier. J'ai choisi de me taire.
À 21h, Fabienne a réuni tout le monde pour un toast anticipé. Les gens, avant qu'il ne soit trop tard, je veux faire un remerciement spécial. Elle a pris le micro portable que quelqu'un avait apporté. Remercier Monsieur Henry qui a ouvert les portes de cette belle maison pour moi et Robert, qui m'a accueilli comme une fille. Sa voix s'est brisée d'émotion théâtrale. Vous êtes un exemple de générosité et je promets de m'occuper de vous toujours, aussi longtemps que nécessaire. Aussi longtemps que nécessaire. Jusqu'à m'enfermer dans une maison de retraite. Tous ont applaudi. Robert l'a embrassée. J'ai souri et remercié. Actrice. Elle était une actrice consommée. Mais j'avais aussi appris à jouer. À 22h, Fabienne est entrée dans la cuisine et est ressortie apportant le plateau avec les coupes de champagne déjà distribuées. J'ai vu la marque rouge discrète à la base d'une d'elles, la mienne, l'empoisonnée. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Elle a commencé à distribuer, une pour chaque invité. Sourire, attention à ne pas renverser, gentillesse. Quand elle s'est approchée de moi, elle a tenu la coupe marquée avec un soin spécial. Monsieur Henry, celle-ci, je l'ai mise de côté spécialement pour vous. La plus belle coupe du service. Nos yeux se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ce regard vert. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de la conviction. Elle pensait vraiment faire ce qu'il fallait. Que j'étais un obstacle qui devait être éliminé. J'ai pris la coupe. Cristal froide dans la main, liquide doré pétillant. Merci, ma chère. Elle s'est éloignée pour continuer la distribution, et c'est à ce moment que je me suis déplacé, 2 pas jusqu'à la table basse. Naturel, comme quelqu'un qui va prendre une serviette. J'ai posé ma coupe à côté de la sienne. Elles étaient absolument identiques. Du même service de 32 pièces que j'avais reçu en 1979. J'ai pris une serviette, les lissées dans ma main. Quand je me suis retourné pour revenir au canapé, j'ai échangé les coupes de position. Simple, rapide, invisible. Ce qu'elle avait préparé pour moi était maintenant devant elle. Je suis retourné à ma place, me suis assis, j'ai respiré. Personne n'a remarqué. Personne ne remarque jamais les gestes d'un homme âgé lors d'une fête. Nous faisons partie de la décoration. Présent, mais pas pertinent, jusqu'à ce que nous le devenions. 23h30. Fabienne a augmenté le volume de la télévision. La présentatrice criait avec enthousiasme à propos du compte à rebours sur les Champs-Élysées. Les gens, positionnons-nous, 10 minutes avant le passage à la nouvelle année. Tous se sont levés et ont pris leur coupe. Certains avaient déjà cette joie éthylique de ceux qui ont trop bu. Robert a tiré Fabienne par la taille. « Chérie, c'était la meilleure année de ma vie. » Elle l'a embrassée. La prochaine sera encore meilleure, je le promets. Une promesse qu'elle ne tiendrait pas. Et 23h45. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Message de Daniel. Toutes les caméras enregistrent. Tout est documenté. J'ai répondu seulement « Parfait ». Marianne était à mes côtés, tendue. J'ai tenu sa main. « Calme, tout va bien se passer ». 23h50. Fabienne a levé sa coupe, ma coupe, et a crié au-dessus du bruit. Les gens, un toast à la famille, à Monsieur Henry, qui nous a toujours reçus avec tant d'amour, à la vie, à l'avenir. Tous ont levé leur coupe. À Monsieur Henry, elle a bu une longue gorgée généreuse, théâtrale. J'ai vu le liquide descendre dans sa gorge. J'ai bu aussi, juste une petite gorgée, symbolique. 10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé. Tout le monde criait, les feux d'artifice éclataient déjà dehors. 7, 6, 5. J'ai vu quand sa main a tremblé pour la première fois. Léger, presque imperceptible. 4, 3, 2. La coupe a vacillé. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, confuse. 1. Bonne année. Embrassade, baiser, cri. Et Fabienne portant sa main à son front. Chérie, tu vas bien ? Robert a remarqué. Je me sens étourdi. La voix est sortie traînante, pâteuse. Tous ont arrêté de célébrer. Fabienne! Elle a essayé de faire un autre pas. Ses jambes n'ont pas obéi, et puis elle est tombée. Ce n'était pas une chute,
C'était un effondrement, le corps entier par terre dans mon salon, au milieu des coupes, des serviettes, de la fête qu'elle avait elle-même organisée. Quelqu'un a crié, pas moi. Je suis simplement resté là, debout, tenant la coupe, sa coupe, observant. Parce que finalement, après des mois à planifier ma destruction, Fabienne Christine Mercier avait bu de son propre piège, et ce qui allait suivre ne serait que le début de sa véritable chute. Le bruit de son corps heurtant le sol a coupé la musique, coupé les cris, tout coupé. Pendant 2 secondes, personne n'a bougé, comme si le cerveau de tous avait besoin de temps pour traiter que c'était réel. Puis le chaos. Fabienne, Robert s'est jeté par terre à côté d'elle. « Chérie, parle-moi ». Elle était consciente, mais les yeux vitreux, la bouche entr'ouverte, essayant de former des mots qui ne sortaient pas. Les gens se sont agglutinés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est cognée la tête? Quelqu'un appelle une ambulance. Docteur Carmen s'est agenouillé à côté de Robert. Écarte-toi, laisse-moi voir. Ils se sont éloignés. La médecin a placé ses doigts sur le pouls de Fabienne, vérifiant la pulsation. Puis, elle a examiné les pupilles avec la lampe de son téléphone. Tachycardie, pupilles dilatées, sudation excessive. Carmen a levé les yeux. Elle a ingéré un médicament aujourd'hui? Non, elle ne prend rien. Robert était désespéré. Qu'est-ce qui lui arrive? Fabienne a essayé de parler. La langue n'obéissait pas vraiment. C'est pas moi, censé, calme, ne force pas. Carmen a tenu son visage. Quels symptômes tu ressens? Étourdi, cœur accéléré, ne peut pas bouger les jambes correctement. Carmen a senti près de la bouche de Fabienne. Puis elle a regardé la coupe tomber par terre, le liquide renversé sur le tapis. C'est une intoxication médicamenteuse. La voix de la médecin est devenue sérieuse. « Qu'est-ce que tu as bu ?» Fabienne a commencé à pleurer, des larmes coulant sur le visage parfaitement maquillé. Ce n'était pas censé être moi. Silence. Tout le monde l'a regardé. Robert a tenu la main de sa femme. « Comment ça, pas censé être toi, Fabienne? De quoi tu parles ?» Elle a tourné le visage, essayant de fuir les regards. Mais il n'y avait nulle part où aller. J'ai fait 2 pas en avant. Tous ont ouvert le passage. Je me suis tenu debout, regardant vers le bas, vers cette femme allongée sur mon sol. C'était censé être moi, Robert. Ma voix est sortie calme, froide. La boisson était pour moi. Quoi? Mon fils a regardé de sa femme vers moi, sans comprendre. Papa, de quoi vous parlez? J'ai pris la coupe que Fabienne avait bue, ma coupe originale, et l'ai montrée à tous. Aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai vu ma belle-fille mettre quelque chose dans cette coupe, quelque chose qui n'était pas du champagne. 23 père Dieu m'ont fixé. J'aurais pu crier, j'aurais pu accuser sur le moment, mais j'ai décidé d'attendre. J'ai décidé d'échanger les coupes. J'ai pointé vers Fabienne, et de la laisser boire ce qu'elle avait préparé pour moi. Non. Robert s'est levé. Non, ça n'a pas de sens. Fabienne ne ferait jamais ça. Demande-lui. Il s'est tourné vers la femme au sol. « Chérie, dis que ce n'est pas vrai. Dis-le. » Fabienne a fermé les yeux. Plus de larmes. Et puis, avec la voix traînante par l'effet du médicament, elle a avoué. C'était du clonazepam. Juste pour le rendre confus. Ce n'était pas pour tuer, juste pour qu'il ait l'air de perdre la tête. Le silence qui est tombé dans ce salon était sépulcral. Robert a reculé de 2 pas. La couleur a disparu de son visage. « Tu as essayé de droguer mon père? Ce n'était pas pour blesser, c'était juste pour obtenir les rapports, pour la mise sous tutelle. » Et voilà l'aveu que 23 personnes venèrent d'entendre. Maître Durval s'est approché. « Mise sous tutelle? Quelle mise sous tutelle ?» J'ai pris mon téléphone, accédé au dossier avec les enregistrements, les connecter à la télévision du salon en 2 touches. Laissez-moi expliquer. J'ai appuyé sur lecture. Le premier enregistrement a commencé. Fabienne au téléphone dans le bureau. Il est de plus en plus oublieux. D'ici juin, j'obtiens les rapports dont on a besoin. Robert regardait, pâle, muet. 2e enregistrement. L'avocat corrompu dans le salon.
Avec ces rapports médicaux, on obtient la tutelle en 60 jours. Troisième enregistrement. Rodrigue, le frère. Et quand il découvrira? Fabienne répondant. Il ne découvrira pas. Il sera interné dans une maison de retraite. Chaque enregistrement était un coup de poignard. J'ai tout passé, 3 minutes de preuves irréfutables. Quand j'ai terminé, le silence était absolu. Robert était immobile au milieu du salon, regardant le néant. Des larmes coulaient sur son visage. Il n'essayait pas de les cacher. Marianne est venue vers moi et a tenu ma main. Daniel était appuyé contre le mur, mâchoire serrée. Fabienne continuait au sol, pleurant convulsivement. C'est maître Durval qui a brisé le silence. « Monsieur Henry, vous avez des copies de ces enregistrements? J'en ai à 3 endroits différents. Alors je vais vous conseiller maintenant de faire un dépôt de plainte. Ici, c'est tentative d'escroquerie, falsification de documents et... » Il a regardé Fabienne. « Tentative d'intoxication. Je ne voulais pas. J'avais juste besoin de l'argent. » Fabienne sanglotait. « La maison vaut tellement. J'en avais besoin. »« Tu en avais besoin ?» Robert a finalement parlé, la voix tremblant de rage. « Tu avais besoin de détruire mon père, de me tromper, de forger des rapports médicaux, de planifier, de l'interner dans une maison de retraite ?» Il s'est agenouillé devant sa femme, pas avec tendresse, avec une fureur contenue. « Je t'aimais, je te faisais confiance. Je t'ai défendu toutes les fois où mon père a essayé de m'alerter. Sa voix s'est brisée. Et toi, tu planifiais de détruire ma famille. » Fabienne a essayé de toucher son visage. Robert a écarté la main d'une claque. « Ne me touche jamais plus. » Docteur Carmen a interrompu. « Il faut l'emmener à l'hôpital, faire un lavage gastrique. Le clonazépam à haute dose peut être dangereux. »« Appelle l'ambulance, » j'ai dit, « et la police. » L'ambulance est arrivée 12 minutes plus tard. 2 ambulanciers sont entrés avec une civière. Pendant qu'ils installaient Fabienne sur la civière, elle a essayé de me parler. « Monsieur Henry, s'il vous plaît, je suis désolé. » Je l'ai regardée. Cette femme qui était entrée dans ma maison en souriant, qui m'avait appelé papa, qui avait dormi sous mon toit pendant 4 ans en planifiant ma destruction. Tu n'es pas désolé. Tu regrettes juste parce que ça a mal tourné. Ils l'ont emmené. Robert est monté dans l'ambulance. Pas par amour, mais parce qu'il était encore légalement le mari. Quand la porte s'est fermée, la fête était terminée. Les invités sont partis en silence, choqués. Certains m'ont embrassé, d'autres ne savaient pas quoi dire. Maître Durval est resté. « Demain, première chose, on va au commissariat. »« Merci, maître. » Quand tous sont partis, il était 2 heures du matin. Marianne, Daniel et moi sommes restés dans le salon, au milieu de la décoration de fête, des coupes éparpillées, des assiettes intactes. « Papa !» Marianne m'a embrassé. « Tu as été si courageux. » Ce n'était pas du courage. C'était de la survie. J'ai regardé le salon, la maison que j'avais failli perdre, la vie qu'on avait failli me voler, et j'ai réalisé une chose. La guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer, mais cette fois, je ne serais pas la victime. Je serais le juge, et le verdict était déjà écrit. Robert est revenu de l'hôpital à 4 heures du matin. Je n'avais pas dormi. J'étais assis sur le balcon, encore avec les vêtements de la fête, regardant la rue vide. Marianne était allée se coucher. Daniel ronflait sur le canapé, épuisé. J'ai entendu la clé dans la porte, des pas lourds dans le couloir. Mon fils est apparu sur le balcon. Les yeux rouges, la chemise froissée. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis sur la chaise à côté de moi. Nous sommes restés en silence pendant 5 minutes. Juste le bruit des oiseaux commençant à chanter, annonçant la première aube de l'année. Finalement, il a parlé. Ils ont fait un lavage gastrique. Elle ira bien physiquement. Sa voix était rauque. Émotionnellement, je ne sais pas si elle se remettra jamais de l'humiliation. Je n'ai pas répondu. « Papa !» Il s'est tourné vers moi. « Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant ?»« Je t'ai dit, Robert, plusieurs fois, de différentes manières, mais tu ne voulais pas écouter. » Il a fermé les yeux. « Je sais, et c'est ce qui fait le plus mal. » Il a passé sa main sur son visage. «
Combien de fois vous avez essayé de m'alerter et moi je l'ai défendu. Je vous ai traité de paranoïaque. Tu étais amoureux, aveuglé par l'amour. Ce n'était pas de l'amour, papa. C'était une illusion. Elle a construit un personnage parfait, et moi, j'ai cru parce que c'était plus facile de croire que de questionner. Il a pris ma main. Toi aussi, tu étais victime, fils. J'étais, mais j'ai choisi de l'être. Quand vous avez commencé à montrer des signes de méfiance, j'aurais pu enquêter, j'aurais pu faire attention, mais j'ai préféré ignorer. Parce qu'avec elle, je me sentais nécessaire. Il a serré ma main. Elle me faisait sentir important. Et moi, ce n'est pas ça. Si, papa, il a serré ma main. Vous avez toujours été trop fort, trop indépendant. Après la mort de maman, vous avez continué votre vie seul. Vous n'aviez besoin de moi pour rien. Et alors est apparue Fabienne, disant que j'étais l'homme le plus incroyable du monde, qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Il a eu un rire amer. C'était toute manipulation, mais je me suis accroché à ce fantasme. Et maintenant, je me réveille. Il s'est levé, est allé jusqu'à la rambarde du balcon. À l'hôpital, pendant que j'attendais qu'elle sorte des urgences, je pensais à tout. Aux 4 dernières années, chaque décision que j'ai prise, chaque fois que je l'ai défendue contre vous. Robert, laisse-moi finir. Il s'est tourné vers moi. Je dois parler, je dois sortir ça. Il a respiré profondément. Tu te souviens quand Fabienne a suggéré qu'on vive ici? À l'époque, j'ai trouvé ça génial, mais maintenant je réalise. Elle ne voulait pas vivre ici pour me rendre heureux. Elle voulait un accès à la maison, aux documents, à vous, je sais. Et j'ai tout facilité, j'ai donné la clé, j'ai donné la liberté, j'ai même donné la procuration du compte joint. Il a ri sans humour. Le compte joint qui avait 30 000 € et qui est maintenant à 0. J'ai vu les relevés, c'est pour ça que j'ai tout transféré à mon nom. Il m'a regardé, surpris. Vous saviez, j'ai découvert en décembre. Mon Dieu, il s'est rassis. Plus je découvre, pire c'est. Comment j'ai pu être si aveugle? Elle était bonne dans ce qu'elle faisait. Professionnelle pour détruire des familles. Il m'a regardé dans les yeux. Papa, j'ai besoin de savoir. Ces faux rapports médicaux, elle me les a montrés il y a 2 mois. Elle a dit qu'un neurologue vous avait diagnostiqué une démence initiale. Mon cœur s'est serré. Et qu'est-ce que tu as pensé quand tu les as vus? J'étais dévasté. Je pensais que j'allais vous perdre petit à petit, comme on a perdu maman. Soudain, les larmes sont revenues dans ses yeux. Fabienne m'a consolé. Elle a dit qu'on s'occuperait de vous ensemble, que peut-être ce serait mieux de chercher un endroit spécialisé avec des infirmières 24 heures. Une maison de retraite. Oui, mais elle faisait croire que c'était pour votre bien, que ce serait de la cruauté de vous laisser ici sans supervision adéquate. Et tu étais d'accord? J'envisageais. Il a couvert son visage de ses mains. Mon Dieu, papa, j'ai failli signer les papiers pour vous interner dans une maison de retraite sur la base de faux rapports. J'ai laissé le silence peser. Puis j'ai parlé lentement. Mais tu n'as pas signé. Parce qu'au fond, une partie de toi questionnait encore. Non, je ne questionnais pas. Je procrastinais juste parce que je ne voulais pas affronter la réalité. Il s'est levé, agité. La vérité, papa, la vérité c'est que j'ai échoué. J'ai échoué comme fils, comme homme, comme tout. Robert, tu as été manipulé. Non! Sa voix a résonné sur le balcon. Ne m'exonère pas. Je suis adulte, je suis avocat. J'aurais dû enquêter, j'aurais dû demander un second avis médical. J'aurais dû vous faire confiance plutôt qu'à une femme que je connaissais depuis 4 ans. Il tremblait. J'ai choisi de croire aux jolis mensonges plutôt qu'à la vérité inconfortable. Et ce choix a failli vous détruire. Je me suis levé, suis allé vers lui et tenu son visage des 2 mains. Regarde-moi. Il a obéi, des yeux pleins de douleur et de culpabilité. Tu as fait une erreur, une grosse erreur, mais tu es là maintenant. Tu vois la vérité, et tu vas faire ce qu'il faut à partir de maintenant. Comment pouvez-vous me pardonner? Parce que tu es mon fils, et parce que moi aussi j'ai été trompé par elle. La différence,
c'est que j'ai eu le temps de découvrir. Pas toi. Il m'a serré fort et a pleuré sur mon épaule comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était petit. Nous sommes restés ainsi pendant de longues minutes. Quand il s'est écarté, il s'est essuyé le visage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, dépôt de plainte, procès pénal, divorce. C'est déjà décidé, divorce avec séparation totale de biens. Elle ne prend rien. Et votre appartement? Loué à son nom. Qu'elle le garde. Je ne veux plus rien qui ait son odeur. J'ai respiré profondément. Il y a encore une chose que tu dois savoir. Pire que ce que je sais déjà. J'ai pris le téléphone, lui ai montré l'enregistrement que je n'avais pas encore diffusé à la fête. Celui du frère, Rodrigue, parlant de vendre la maison pour 3100 000 €. Robert a regardé en silence. À la fin, il a juste dit « Elle avait des acheteurs. Elle avait déjà des acheteurs pour votre maison. Elle avait 3 intéressés, d'après lui. Et moi, je ne savais rien de tout ça. » Il a rendu le téléphone. « Je vais la poursuivre pour tout. Je vais m'assurer qu'elle paie pour chaque mensonge, chaque faux document, chaque seconde de souffrance qu'elle a causée. Et tu y arriveras. On a assez de preuves. » Le soleil a commencé à se lever. Premier jour de l'année. Recommencement. Robert a regardé le ciel qui s'éclaircissait. « Tu sais ce qui est drôle, papa ? Elle voulait tellement cette maison, tellement d'argent. Et à la fin, elle va repartir sans rien, sans mari, sans famille, sans réputation, juste avec des poursuites pénales sur le dos. Justice poétique. Oui, il m'a regardé. Vous êtes incroyable, vous savez. Juste un professeur à la retraite qui a appris à lire entre les lignes. Nous avons souri, le premier sourire authentique en moi. Viens. J'ai pris sa main. Allons prendre un café. Commencer cette année de la bonne manière. Nous sommes entrés ensemble dans la maison. La guerre avait été gagnée. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Fabienne est sortie de l'hôpital le 2 janvier à 11 h du matin. Robert m'a appelé. « Papa, elle veut venir chercher ses affaires. » « Qu'elle vienne, mais je veux l'avocat présent. » Maître Durval est arrivé à midi. Costume noir, mallette en cuir, expression sérieuse. Il s'est assis avec moi dans le salon et nous avons attendu. Fabienne est apparue à 13 h. Elle n'est pas venue seule. Elle a amené son frère Rodrigue, celui-là même des enregistrements, l'agent immobilier qui avait déjà des acheteurs pour ma maison. Quand ils sont entrés, j'ai senti Marianne se crisper à mes côtés. Daniel a croisé les bras, bloquant le passage de l'escalier. Fabienne était différente. Sans maquillage, cheveux attachés en queue de cheval négligée, vêtements simples, le visage gonflé d'avoir trop pleuré. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Je suis juste venu chercher mes affaires. La voix est sortie basse, sans cette confiance d'avant. Tu peux monter. Daniel va t'accompagner. Ma voix était calme, froide. Elle m'a regardé, a essayé de dire quelque chose, a abandonné. Pendant qu'elle montait, Rodrigue est resté dans le salon, regardant autour, reconnaissant le territoire qu'ils avaient presque conquis. Maître Durval s'est levé. « Rodrigue Mercier. » L'homme s'est retourné. « Oui ? Je suis l'avocat de la famille Dubois. Je veux que vous sachiez que votre nom apparaît dans tous les enregistrements comme co-auteur du plan d'escroquerie. Vous serez inculpé avec votre sœur. » La couleur a disparu de son visage. Je n'ai rien fait d'illégal. Planification de fraude immobilière, participation à un schéma de mise sous tutelle frauduleuse, conspiration pour vente de propriété sans autorisation. Maître Durval a ouvert sa mallette. J'ai ici l'enregistrement où vous parlez des 3 acheteurs intéressés. Vous reconnaissez votre voix? Rodrigue n'a pas répondu. Je suggère que vous cherchiez un avocat. Vous en aurez besoin. 30 minutes plus tard, Fabienne est descendue portant 2 valises. Robert venait derrière avec 2 autres sacs. Mon fils évitait de la regarder. La rancœur était visible dans chacun de ses mouvements. Fabienne s'est arrêtée devant moi, les valises à ses pieds, les yeux rouges. « Monsieur Henry, je sais que vous ne me pardonnerez jamais, mais je dois dire... Je dois... » Sa voix s'est brisée. J'ai pris une enveloppe de la table, épaisse, lourde. « Avant que tu dises quoi que ce soit, lis ça. » Elle a ouvert.
À l'intérieur, copie de tous les enregistrements sur clé USB. Dépôt de plainte déjà enregistré. Ordre de restriction m'empêchant de m'approcher de moi ou de tout membre de la famille et notification de poursuite pénale. J'ai vu ses mains trembler en tenant les papiers. Poursuite pénale. Elle a regardé Maître Durval. Tentative d'escroquerie qualifiée, falsification de documents publics, tentative d'intoxication. Ce sont 3 crimes. La peine peut atteindre 12 ans. 12 ans. Pour la première fois, Rodrigue a parlé fort. À cause d'un plan qui n'est même pas arrivé à se concrétiser? Maître Durval l'a interrompu. La tentative est aussi un crime. Et vous avez documenté chaque étape. Appel téléphonique enregistré, réunion avec avocat corrompu, faux rapports achetés. Nous n'avons pas d'argent pour payer un avocat de cette envergure. Fabienne commençait à paniquer. C'est votre problème. Robert a finalement parlé. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire ma famille. Elle l'a regardé. Tu ne vas pas m'aider? T'aider, toi? La voix portait une rage que je voyais rarement. Après tout, tu m'as utilisé, tu m'as menti pendant des années. Tu as falsifié des rapports, disant que mon père était malade. Tu as planifié de l'interner dans une maison de retraite. Et tu veux encore que je t'aide? Je t'aimais. Mensonge. Robert a fait un pas en avant. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais cette maison. Tu aimais l'argent. J'étais juste l'idiot utile qui te donnait l'accès. Fabienne a commencé à pleurer, pas ce pleur théâtral qu'elle utilisait pour manipuler. C'était du désespoir réel de quelqu'un qui comprend finalement qu'elle a tout perdu. Je voulais juste une vie meilleure. J'ai grandi sans rien. Mes parents sont morts et m'ont laissé que des dettes. Je voulais juste de la sécurité. Au prix de détruire une femme de 68 ans? Marianne a parlé pour la première fois. Tu ne voulais pas de sécurité, tu voulais un raccourci. Maître Durval est intervenu. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Il a pris une autre enveloppe. Nous avons fait une enquête financière de routine. Nous avons découvert que Madame Fabienne possède des dettes dans 5 institutions différentes. Carte de crédit, prêt personnel, total, 78 000 €. Robert s'est tourné vers elle, incrédule. 78 000 €. J'allais payer quand la maison serait vendue. J'allais. Tu étais endetté jusqu'au cou et la solution était de me voler? J'ai finalement parlé. Ce n'était pas juste de la cupidité, c'était du désespoir. Et tu as entraîné mon fils avec toi. Monsieur Henri, s'il vous plaît. Elle a fait un pas dans ma direction. Daniel a bloqué. Ne pense même pas à t'approcher de mon père. Rodrigue a tiré sa sœur par le bras. On s'en va. C'est fini ici. Mais avant de partir, Maître Durval a remis un autre papier. Citation judiciaire. Procédure de divorce contentieux avec demande de séparation totale de biens. Première audience dans 30 jours. Robert a complété « Et je vais demander des dommages et intérêts. Chaque seconde où tu m'as fait croire que mon père était malade. Chaque larme fausse. Chaque mensonge. Je vais tout faire payer. » Fabienne est sortie sans dire un mot de plus. Rodrigue la poussait par la porte, les valises cognant contre le chambranle. Quand le portail s'est fermé, j'ai expiré l'air que je retenais. C'est fini. Marianne m'a embrassé. Non. Maître Durval a fermé sa mallette. Maintenant commence le processus légal. Ça va être long, ça va être usant, mais avec les preuves qu'on a, la condamnation est certaine. Combien de temps? Robert a demandé. Pénalement? Entre 8 mois et 1 an jusqu'au jugement. Civilement, le divorce sortira en 3 mois maximum. Les jours suivants, nous avons découvert plus. L'avocat corrompu que Fabienne avait contracté, maître Renaud Durand, a aussi été inculpé. Il a perdu sa licence du barreau. Les 3 médecins qui avaient signé les faux rapports ont été enquêtés. 2 ont perdu leur numéro d'ordre. Le 3e a allégué que la signature avait été falsifiée. Fabienne a essayé de vendre l'histoire à la presse. Hommager tend un piège à belle-fille innocente. Aucun journal n'a acheté. Les enregistrements étaient trop clairs. En février, la première audience. Fabienne est apparue avec un avocat commis d'office, payé par l'État. Maigre,
avec des cernes profonds. Le juge a écouté les enregistrements, lu les rapports, examiné chaque preuve. Il a décrété la détention préventive. L'accusé a démontré préméditation, froideur et organisation criminelle, risque de fuite et destruction de preuves, attendra le jugement en prison. J'ai vu quand ils ont emmené Fabienne menottée de la salle. Elle a regardé Robert une dernière fois. Mon fils a détourné le regard. En mars, Rodrigue a fait une délation récompensée. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. Il a donné les noms d'autres clients qui étaient dans des schémas similaires. En avril, le divorce est sorti. Séparation totale de biens. Fabienne n'est restée avec rien. 0 euro, 0 meuble, 0 droit. Robert est revenu habiter avec moi. Temporairement, a-t-il dit. Mais je savais que c'était plus que ça. C'était une reconstruction. Une nuit, je l'ai trouvé pleurant dans la chambre qui avait toujours été la sienne. J'aurais dû vous croire. Maintenant tu crois. Et c'est ce qui compte. Comment pouvez-vous ne pas me détester? Parce que la haine ne détruit que celui qui la ressent. Et j'ai déjà eu assez de destruction. J'ai tenu sa main. Maintenant, on reconstruit ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Brique par brique, vérité par vérité, jusqu'à ce que la maison redevienne un foyer. Juillet est arrivé avec ce froid sec de Paris qui demande une couverture la nuit. J'étais sur le balcon buvant de la camomille quand le téléphone a sonné. Maître Durval. Monsieur Henry, la sentence est sortie. Mon cœur s'est accéléré. Et 4 ans et 8 mois de réclusion en régime semi-ouvert, plus paiement de 150 000 € de dommages et intérêts. 150 000 €, c'était plus que ce que j'attendais, moins que ce qu'elle méritait. Et Rodrigue, 2 ans, peine convertie en travaux d'intérêt général à cause de la délation. J'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé la maison autour de moi. Ma maison, toujours la mienne. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit du réveillon. 6 mois qui avaient absolument tout changé. La maison était différente, rénovée, mais cette fois, comme je le voulais. J'ai peint le salon d'un ton beige doux qui me calmait. J'ai remplacé les stores que Fabienne avait installés par des rideaux en lin blanc qui laissaient entrer la lumière naturelle. J'ai remis le lustre en cristal de ma mère, celui qui avait été modernisé et que j'avais gardé au grenier. Chaque coin racontait à nouveau mon histoire, pas l'histoire que quelqu'un voulait écrire pour moi. Le bracelet de saphir a été restauré par un joaillier spécialisé en antiquité. La pierre rayée a été remplacée par une nouvelle, bleu turquoise, qui brillait d'une lumière propre. Le joaillier a dit « Celle-ci est plus rare que l'original, plus précieuse ». J'ai commencé à porter le bracelet toutes les semaines, pas rangé dans une boîte, au poignet, là où il devait être. Robert a déménagé dans un appartement loué à Saint-Germain. Petit, une chambre, plus lui. Pour la première fois en 4 ans, il reconstruisait sa vie seul. Il dînait avec moi 2 fois par semaine, sans faute, les jeudis et dimanches. Jeudi dernier, il a apporté des fleurs, des lits blancs. Je me suis souvenu que ce sont vos préférés. Nous n'avons pas mentionné que c'étaient les mêmes fleurs que Fabienne avait apportées le premier jour, mais nous y avons tous les 2 pensé. « Comment vas-tu, fils ?»« Mieux. » Il a souri. C'était un sourire fatigué, mais authentique. J'ai commencé une thérapie, 3 fois par semaine. Et ça aide? Oui. J'apprends à reconnaître des patterns, des drapeaux rouges que j'ai ignorés, des choses sur moi qui ont facilité sa manipulation. Tu n'es pas coupable. Non, papa, je le suis. Pas de sa méchanceté, mais de mes choix, d'avoir cru ce qui était convenable au lieu de ce qui était vrai. Il a tenu ma main. Mais j'apprends, et je ne répéterai pas ses erreurs. Marianne est retournée à Bruxelles en mars, mais elle a promis de venir en décembre pour passer les fêtes avec moi. Pour de vrai cette fois? Pour de vrai. Daniel a continué à vivre avec moi, et pour la première fois, ça ne me dérangeait pas. C'était une compagnie authentique, pas de la dépendance. Un matin, il est descendu et m'a trouvé faisant des crêpes. « Papa, vous êtes différent. »« Comment ça? Plus léger? Vous souriez plus? Vous semblez libre ?»« Libre, le mot parfait, parce que c'était exactement ce que je ressentais. Libre du poids de faire semblant.
de tolérer, de faire taire mon intuition pour ne pas sembler être le vieux pénible. J'ai utilisé les 150 000 € de dommages et intérêts pour créer un fonds d'éducation, pas pour des petits-enfants. Je n'en ai pas encore. Pour des jeunes de la communauté qui veulent faire des études universitaires, mais n'en ont pas les moyens. Fonds Henri Dubois pour l'éducation. 5 bourses d'études complètes par an. La première bénéficiaire a été Julie, 19 ans, habitante de Belleville, acceptée en droit à la Sorbonne. Quand j'ai remis le document de la bourse, elle a pleuré. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi faites-vous ça ?» Parce que quelqu'un a essayé de m'effacer, et je choisis de créer de la lumière au lieu de garder de la rancune. En mai, j'ai été invité à donner une conférence dans un groupe du 3e âge dans le 7e. Le thème « Comment protéger votre patrimoine et votre dignité ». J'ai parlé à 87 personnes, des femmes pour la plupart, entre 55 et 80 ans. J'ai raconté mon histoire sans rien omettre. La manipulation, les faux rapports, la tentative de mise sous tutelle, la coupe échangée. Quand j'ai fini, une dame de 74 ans a levé la main. « Monsieur Henri, la même chose m'arrive. Ma belle-fille veut que je signe une procuration. Elle dit que c'est pour faciliter, mais quelque chose ne semble pas correct. » Je l'ai regardé. « Alors, ne signez pas. Votre intuition vous protège. Écoutez-la. » Après la conférence, 17 femmes m'ont approché avec des histoires similaires, des fils qui font pression, des belles-filles qui manipulent, des gendres qui suggèrent des maisons de retraite. Je suis devenu conseiller informel. Maître Durval m'aidait avec les questions légales, Dr Carmen avec les questions médicales. Nous avons sauvé 4 femmes de schémas de mise sous tutelle frauduleuse, rien que ce mois-là. Un après-midi de juin, j'arrosais les plantes quand l'interphone a sonné. Une femme que je ne connaissais pas. « Monsieur Henri, je suis Patricia, assistante sociale. Je suis venue vous informer que Fabienne a demandé à ce que vous soyez prévenu. » « De quoi ?» Elle a accepté un programme de réinsertion. Elle va travailler à la bibliothèque de la prison. Enseigner l'alphabétisation aux détenus. Intéressant. La femme qui avait essayé de me déclarer fou enseignait aux autres à lire. Comment va-t-elle? Changée, calme. Elle fait une thérapie obligatoire. Elle a dit qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. La honte n'efface pas le crime, mais c'est un début. Elle a demandé que je vous transmette un message. Lequel? Qu'elle comprend si vous ne pardonnez jamais, mais qu'elle essaie d'être quelqu'un de meilleur que la personne que vous avez connue. Je n'ai pas répondu. J'ai juste remercié et fermé le portail. Le pardon est un choix personnel. Et je n'ai pas encore choisi de pardonner. Peut-être un jour, peut-être jamais. Et c'est bien comme ça. Aujourd'hui, à 68 ans, presque 69, je suis plus fort que je l'étais à 40. J'ai appris que l'amour sans limite est une invitation à l'abus, que la générosité sans discernement est une porte ouverte aux vampires émotionnels. Que faire taire l'intuition par peur de paraître difficile, c'est se trahir soi-même. J'ai appris que vieillir ne signifie pas s'affaiblir. Ça signifie accumuler assez de sagesse pour ne pas être trompé 2 fois. Je vis toujours dans la même maison. Je bois toujours du thé sur le balcon, je lis toujours Balzac le dimanche, mais je ne suis plus l'Henri qui a ouvert la porte à Fabienne en ce mars 2021. Je suis l'Henri qui a échangé les coupes, l'Henri qui a installé des caméras, l'Henri qui a rassemblé des preuves, l'Henri qui a affronté et vaincu. Je regarde le bracelet à mon poignet. Le nouveau saphir brille différemment, plus intensément, comme moi, renaissant, plus précieux, plus fort. Et si quelqu'un essaie de me détruire à nouveau, je n'aurai pas besoin d'échanger des coupes. Je saurai dire non dès le premier signe. Parce que j'ai appris la leçon la plus importante. La dignité ne se négocie pas. Le respect ne se mendie pas. Et votre histoire est à vous pour l'écrire. À personne d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire. Écrivez d'où vous regardez. Racontez aussi votre histoire. Parce que quand on partage, on guérit. Et quand on guérit, on donne le pouvoir à d'autres de faire la même chose. Likez cette vidéo.
abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec ceux qui essaient de vous détruire. Vous êtes seulement obligé d'être vrai avec vous-même. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Merci.